Alors, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Benoît Cazer, je suis docteur en histoire, je suis donc historien, à la fois spécialiste et généraliste. Je n'ai pas du tout fait ma thèse sur le fromage de Brie, et d'ailleurs je vais vous dire le gros problème du fromage de Brie. Moi ça fait 2 ans que je travaille dessus, parce que, à la demande de mon ami Thierry Bichéné, qui est le président de la confrérie du Brie de Meaux et qui m'a nommé chevalier de la confrérie du Brie de Meaux à la fin de l'année 2019. Ça fait 2 ans que je travaille dessus et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'aucun historien ne s'est intéressé à la question. Si vous cherchez l'histoire du Brie, vous allez tomber sur un livre qui traite de l'histoire du Brie et des légendes du Brie surtout. D'ailleurs, le titre c'est Le Brie, histoire et légendes, gastronomie, etc. C'est de Pierre Androuet. C'est un crémier qui est né au début du XXe siècle et qui est décédé en 2005. Et si vous voulez, le problème d'un crémier, c'est qu'il se base plutôt sur des légendes fromagères que sur la réalité historique. Alors moi, je vais essayer de démêler ce qui est vrai de ce qui est faux dans l'histoire du Brie. C'est mon but d'aujourd'hui. Et alors mon objectif, évidemment, nous n'avons qu'une heure, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire du fromage de Brie jusqu'à nos jours. J'ai décidé de m'arrêter à 1815. Vous comprendrez pourquoi. D'abord, il faut savoir que les premières traces du fromage de Brie, j'ai bien dit le fromage de Brie, je n'ai pas dit le Brie de Meaux. On va parler d'abord de fromage de Brie. C'est le fromage qui se faisait dans la Brie, qui à l'origine, pour les Romains, s'appelait la Gaule chevelue. Pourquoi? Parce que vous aviez des forêts. Ça faisait comme une chevelure. D'où la Gaule chevelue. C'était tout le nord de la Gaule. Et ici, vous êtes à Meaux. Et Meaux, c'était Iantinum. Et Iantinum, c'était la capitale des Mèdes. Alors l'ancien nom d'Iantinum, le nom celte, on ne l'a pas. On a le nom qui est rapporté par exemple par César pendant la guerre des Gaules, qui parlait d'Iantinum et qui apparemment aurait demandé aux Mèdes de lui fabriquer des navires pour envahir l'île de Bretagne qui est aujourd'hui l'Angleterre. Alors je vais vous dire, à cette époque-là, le fromage de Brie, il était petit et il n'était pas du tout... en fait, il n'y avait pas du tout cette croûte que vous connaissez qui est blanche, la croûte fleurie. Ça va apparaître bien plus tard, je vous en parlerai plus tard. En fait, à l'époque, il est noir, il est âcre, il est acide. Et les Romains le détestent. Les Romains n'aiment pas le fromage de Brie. Ce qu'ils aiment chez les Gaulois, c'est leur jambon, c'est leur charcuterie. Certainement pas le fromage. Les Romains, ils préfèrent un fromage un petit peu comme les Grecs. Vous voyez, la feta salacris au bonnet de brebis. C'est un peu ça, les Romains. C'est les fromages, soit de la Provincia, le sud de la Gaule, soit les fromages romains classiques qui sont inspirés de la Grèce, hein, parce que, évidemment, les Romains ont tout copié aux Grecs, comme vous le savez. Et depuis la conquête de la Grèce. Et si vous voulez, donc le Brie de Meaux, enfin en tout cas le fromage de Brie, on a la preuve qu'il existait parce qu'on a retrouvé des cuillères qui servaient à faire ce fromage de Brie, archéologiquement parlant. On a des traces archéologiques qui remontent, on va dire, 1er siècle avant notre ère à peu près. Et puis, par la suite, alors là on va sauter les siècles et même les époques. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va attendre l'époque de Septime Sévère pour que donc le Septime Sévère, pour vous donner une idée, c'est un empereur romain qui a régné de 191 à 214. Donc on est entre le 2e et le début du 3e siècle de notre ère, juste avant la crise du 3e siècle, qui a failli d'ailleurs déjà emporter l'Empire romain. Et à cette époque-là, ils ont commencé à se dire, tiens, c'est peut-être intéressant de... Enfin, les Gaulois, comme ils sont devenus gallo-romains, ont évolué au niveau palais. Et ils ont adopté le palais des Romains. Ils ont adopté la mode romaine, de plus en plus, et notamment par rapport au fromage. Et ils se sont mis à sucrer le fromage, à le manger avec du miel.
Ça a commencé à plaire aux Romains. Donc il est possible que le fromage de brie soit arrivé à la cour des Césars, des empereurs de Rome, à partir de cette époque-là. Bien sûr, on n'a pas une preuve historique que ça soit vraiment quel fromage de brie, quel brie de Meaux, du brie de Cologne, tout ça. Non, à cette époque-là, ce n'est pas la peine de parler de ça. Mais effectivement, c'est un fromage qui ressemble à ça et qui était aromatisé au miel. Donc ça, c'est une trace qu'on a historiquement parlant. Maintenant, après. Alors après, la tradition oblige. Vous connaissez la chanson de la confrérie du brie de Meaux avec Charlemagne. Ouais. Alors Charlemagne, on va rappeler la légende. Il y a deux légendes. Soit vous avez la légende... Alors déjà, il parle qu'il est empereur. Ça me gêne un peu parce qu'en 774, si vraiment il revenait de sa victoire face au roi des Lombards, on est en 774. On est donc 26 ans avant que Charlemagne devienne empereur et qui s'appelle Charlemagne. À cette époque-là, il s'appelle Carolus, roi des Francs. Pas du tout Charlemagne. Parce que Charlemagne, ça veut dire Charles le Grand, Charles le Magnifique. D'où Charlemagne. Et c'est le nom qu'il prend en tant qu'empereur en 800. Et au passage, il se rase la barbe. Charlemagne n'était plus barbu à partir de 800. Donc en tant que Charlemagne, il n'est pas barbu. Il ressemble à un empereur romain. Il a une couronne de laurier sur la tête. Il a sa capitale à Aix-la-Chapelle. Et son empire carolingien, c'est une sorte de saint-empire romain germanique avant l'heure. Donc ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, ce qu'on a pu imaginer par la suite dans l'image d'Épinal, et qui a été forgé au fond sous Louis-Philippe. C'est-à-dire entre 1830 et 1848. Et le fameux musée d'histoire de France à toutes les gloires de la France, nos ancêtres les Gaulois, l'histoire de France commence à Alésia, tout ça c'est du pipeau. Je vous le dis comme je le pense. Bon. Déjà le mot France, il apparaît qu'en 1204. Avant on parle de royaume des Francs. Alors, on revient à Charlemagne. Charlemagne, on nous dit, ok, l'abbaye de Royan-Brie, 774, il rentre, donc on va dire Charles le Grand, ok, il rentre de chez les Lombards, il vient de vaincre le roi des Lombards, et le roi des Francs s'arrête par hasard à l'abbaye de Royan-Brie, et il va manger quelque chose qui ressemble à du fromage. On parle de moisi, déjà dans le brie du moisi, je ne vois pas trop. Ça ressemble plus à du Roquefort, je pense, ça. Parce que chez Roquefort, on retrouve la même légende. Et vous avez une autre légende, alors là, il y a une histoire de cours d'eau, il y a une histoire de ville à côté d'un cours d'eau. Alors, j'avais dit en plus, il y a 2 ans, et même encore il y a 1 an à Lizy-sur-Ourcq, j'avais pas encore assez potassé la question. J'étais parti sur cette idée, c'est forcément un mot, c'est la route de Soissons. Ah, c'est sûr que ça faisait rêver, vous imaginez, il aurait mangé au palais épiscopal. Dommage, le palais épiscopal qui est ici, il est du XIe siècle, voire du XIIe siècle. Et la cathédrale de Meaux à cette époque-là, une église romane, une cathédrale romane, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle n'est même pas à cet emplacement, je pense, parce qu'on est encore à une époque où on a la ville gallo-romaine. Donc le centre-ville, c'était pas encore ça. Les Vikings n'avaient même pas encore envahi Meaux, puisque les Vikings ça va être 862 et 887. Donc on est avant. Alors, cette histoire de Charlemagne, ça tient pas debout. Alors déjà, à cette époque-là, on s'aperçoit que le fromage est en désuétude. Pourquoi ? Parce que dans le texte, l'évêque donne à l'empereur un fromage, du fromage parce qu'en fait l'empereur veut manger autre chose que du poisson non, il n'y a plus de poisson, il veut manger autre chose que de la viande. Donc c'est parce qu'il n'y a plus de poisson et parce qu'il veut manger autre chose que de la viande. Le fromage, c'est quelque chose de très modeste, c'est les pauvres qui mangent du fromage. Avec un quignon de pain noir. Parce qu'à cette époque-là, le pain blanc, ça n'existe pas. Donc, c'est quelque chose d'infamant. Et le fait qu'un prince carolingien fasse ça, ça prouve d'une certaine façon qu'il est un prince chrétien, qu'il est dans la morale chrétienne. On a déjà cet archétype de roi très chrétien qui va naître à l'époque du roi des Francs et du roi de France et qui va s'imposer à partir de Louis VII le Jeune et surtout de Philippe Auguste. Et qui va se magnifier sous Saint-Louis.
Saint Louis, c'est le roi très chrétien, même le roi saint par excellence. Mais à l'époque donc, de Charlemagne, on en déduit que le fromage est quelque chose de très modeste. Mais ce texte, on ne s'est jamais posé la question de sa provenance. On dit que c'est un texte des Guinards. Alors, à Guinard, c'est 770 à 840. Mais apparemment, ce texte daterait d'un petit peu plus tard, et on est sûr que c'est Notker de Saint-Gall, qui était un moine, qui l'a repris, et qui s'en est servi dans sa vie, dans son hagiographie de Charlemagne. Il a écrit la vie de Charlemagne, mais c'est plus une hagiographie qu'une vie historique. Et c'était pour le proposer à Charles III le Gros, qui est un héritier de Charlemagne et qui a régné dans les années 861-867. Problème. Charles III le Gros n'a peut-être jamais non plus mangé de brie, parce que, en fait, ce texte, c'est juste pour montrer à Charles III le Gros, vu que le conseiller était un évêque, et que le moine Notker de Saint-Gall était un moine. En tant que moine, il a envie quand même qu'il se comporte bien avec un évêque, parce que Charles III le Gros est en guerre avec un de ses évêques. C'est déjà l'avant-goût de la querelle des investitures, la lutte entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Parce que, d'une certaine façon, Charles III le Gros ne tolère pas qu'un évêque ose défier son autorité en tant qu'empereur. Pour lui, il a à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Ça sera une question qui sera débattue à partir de la fin du XIe siècle et tout le XIIe siècle entre les papes et les empereurs. Mais là, ce n'est pas la question. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est un exemplaire. Donc, en gros, un exemplaire, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas existé. C'est quelque chose qu'on donne en exemple. C'est un texte exemplaire. C'est un peu comme... je ne vais pas comparer ça à une voire de vacances, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une remontrance, c'est un texte pour dire à l'empereur, attendez, faites attention à la manière dont vous vous comportez avec un saint homme, et la manière dont se comportait Charlemagne, c'était de manger à la table d'un évêque, et même d'accepter ce qu'on lui servait avec dignité, et de faire croire à son hôte qu'on trouvait ça délicieux, comme un mets aussi le moins raffiné possible qu'est un fromage, comme un fromage de brie ou un roquefort. En tout cas, un fromage. Le fromage, c'est pas raffiné. C'est pas... à l'époque carolingienne, le fromage est très mal vu. C'est pas les fromages au miel des Romains. Donc, cette période-là, on peut dire que le fromage de brie est en déliquescence, puisque c'est le fromage du commun. C'est pas le fromage des empereurs et des rois. Alors, là, il va falloir avancer un peu dans le temps. Là, on va avoir un renversement incroyable, c'est à l'époque médiévale. C'est-à-dire que quand on arrive vraiment à l'âge d'or du Moyen-Âge, et justement, on va reparler de Philippe Auguste, on a la trace d'un brie de Provins en 1217 qui aurait été remis par Blanche de Navarre, qui était l'épouse de Thibaut III de Champagne, le défunt comte de Champagne, qui était le père de Thibaut IV. Or, le Thibaut IV de Champagne a été élevé à la cour de Philippe Auguste parce que Philippe Auguste en était le parrain. Il faut savoir que depuis, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais depuis l'époque de Louis VII le Jeune, il y a un lien qui s'est tissé, un lien de sang entre la famille des comtes de Champagne et la famille des rois des Francs. Donc ils sont très proches. Sauf que, le problème, c'est que Philippe Auguste, en tant que roi de France, en 1217, en plus il vient de vaincre, Philippe Auguste, en 1217, c'est quelqu'un qui a l'apothéose de son règne. Il est encore vaillant, il a encore 6 ans à vivre. On peut dire qu'il est à la fin de sa vie. Mais il croit encore qu'il a encore de belles années devant lui. En plus, il est le premier roi de France à avoir vu son petit-fils naître, le futur Louis IX, en 1216. C'est l'apothéose. Et en plus, il a vaincu l'empereur du Saint-Empire romain germanique, le plus puissant prince de la chrétienté, Othon IV, à la bataille de Bouvines le 27 juillet 1214. Et il n'a qu'une envie, c'est de s'emparer du comté de Champagne. Le comté de Champagne, il a, à cette époque-là,
Provins comme capitale, et il a les villes de Meaux, de Troyes, c'est gigantesque le comté de Champagne. Donc pour agrandir le domaine royal, c'est génial. Eh bien, vous savez pourquoi je vous parle de ça? Parce que le cadeau que va offrir Blanche de Navarre, la mère de Thibaut IV, va convaincre, va atténuer les velléités guerrières du roi de France, parce qu'en fait, le comte de Champagne va se mettre à lui offrir du brie de Provins. Et Philippe Auguste va se mettre à raffoler du brie, et c'est presque dans la légende, mais apparemment ça s'est vraiment passé comme ça, et vu qu'après il a été sur le déclin, il a laissé complètement tomber son idée d'envahir la Champagne. Et finalement, le rattachement au domaine royal aura lieu pacifiquement par le mariage, et un mariage qui est à la fois un mariage arrangé, mais un grand mariage d'amour, entre Jeanne de Navarre, la fille d'Henri III de Champagne, et le futur Philippe IV le Bel en 1284. Et notre brie de Meaux dans tout ça, eh bien, notre brie de Meaux, enfin en tout cas le fromage de brie, parce qu'on ne sait pas si c'est du brie de Meaux, en tout cas le fromage de brie va commencer va rentrer vraiment dans la table des rois, à tel point qu'il va avoir une place privilégiée, et alors là vous allez rire, à la table de Charles V. Pourquoi? Parce que Jean de Brie, vous connaissez la fromagerie Saint-Faron qui est rue Jean de Brie? Jean de Brie, c'était l'intendant des bergeries de Charles V. Et Jean de Brie, il raffolait du brie. Et Charles V, on en déduit qu'il aimait aussi ça, puisqu'il avait demandé à Jean de Brie de lui faire du brie et qu'il ait du brie à la cour. Mais Charles V, à cause de la jacquerie d'Étienne Marcel et du fait que Meaux avait fait sécession contre Paris, détestait Meaux. La trahison de Meaux faisait que Charles V détestait Meaux. Pourtant, il adorait le brie. Alors, est-ce que c'était un brie de Provins, un brie de Coulommiers? Personne ne sait. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, le fromage de brie, vous vous rendez compte, par rapport à l'époque carolingienne, c'est devenu le fromage des rois. Et alors là, on arrive après au XVe siècle. Alors là, ça devient très intéressant parce que le XVe siècle, c'est une période en fait où on n'a pas vraiment une trace énorme du fromage de brie. Pourquoi? Parce que c'est un siècle où il y a la Grande Peste et où on est aussi en pleine guerre de 100 ans, comme d'ailleurs le siècle précédent. Mais on a eu la Grande Peste au siècle précédent et on a la suite de la guerre de 100 ans. Par contre, on a une trace du fromage de brie, et on sait qu'il est toujours à la cour, avec Charles d'Orléans. Charles d'Orléans, c'est le père du futur Louis XII, qui sera roi de France de 1498 à 1515, le successeur de Charles VIII. Et Charles d'Orléans, il offrait en étrenne des fromages de brie à tout son entourage. Les dames de la cour, son chambellan, tout son entourage. Et on a même des traces de correspondance lorsqu'il a été fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, où il parle du fromage de brie, et où le fromage de brie lui manque. Il fait presque des poèmes sur le fromage de brie, tellement ça lui manque en fait. C'est drôle, hein, parce qu'évidemment en Angleterre, le fromage de brie, il n'y en a pas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui va être le siècle en fait qui va consacrer vraiment le fromage de brie, ça va être le XVIe siècle. Parce qu'au XVIe siècle, vous avez un écrivain de l'époque qui s'appelle Barthélemy de Chasseneux, qui est un humaniste. En fait, c'est le premier qui va écrire l'ancêtre de l'encyclopédie, qui est le Catalogus Gloriae Mundi. Ça veut dire le catalogue à toutes les gloires du monde. Et dedans, il met le brie, le fromage de brie. Et il consacre le fromage de brie comme étant le roi des fromages. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a la preuve que François Ier, qui est roi de France à cette époque, depuis 1515 et qu'il le sera jusqu'en 1547, raffolait du fromage de brie. Et on a cette preuve-là dans Gargantua de François Rabelais, qui a été écrit en 1534. En effet, dans Gargantua,
vous avez Gargantua qui offre du fromage de brie en quantité infinitésimale à Grand Gousier, son père. Évidemment, ce sont des géants qui mangent des kilos de fromage de brie. Et donc, on en déduit que comme Grand Gousier, c'est l'archétype du bon roi, et c'est le pendant de François Ier dans l'histoire, on peut dire que François Ier raffolait du brie, même si on n'a pas la preuve exacte, mais on peut le supposer. Surtout d'ailleurs qu'on a quand même Barthélemy de Chasseneux qui ose donner à un fromage le titre du roi. C'est pas rien au XVIe siècle. Oser donner à un fromage le titre du roi, je dis pas que c'est un crime de lèse-majesté, mais pas loin. En tout cas, à l'époque carolingienne, on n'aurait jamais imaginé ça. Et alors, par la suite, on a une autre... alors là, on va avoir une légende fromagère, par contre, qui est apparue. C'est Henri IV. Parce qu'on nous dit Henri IV raffolait du brie, on va nous donner comme exemple que Marguerite de Valois faisait des tartines de brie à son royal époux en 1594, comme s'il vivait maritalement. Vous allez voir que c'est faux. Pour qu'il évite d'aller voir Gabriel d'Estrées. Alors déjà, je vais vous dire une chose, en 1594, Henri IV vivait maritalement avec sa maîtresse Gabrielle d'Estrées, c'était la femme de sa vie, il voulait en faire la reine de France, et ça faisait belle lurette qu'il avait fait chambre à part avec la reine Margot, et Marguerite de Valois, elle était exilée dans un château le plus loin possible d'Henri IV, parce que les deux tourtereaux du fameux mariage de la Saint-Barthélemy du 24 août 1572 cherchaient à se supprimer cordialement, mutuellement. Ils se détestaient. Si vous aviez vu Henri IV et Marguerite de Valois l'un en face l'autre, ça aurait été des poignards ou des assiettes qui auraient volé. Donc on n'aurait pas imaginé une vie maritale entre ces deux personnes. C'est pour ça d'ailleurs que le pape a accepté, à la mort de Gabrielle d'Estrées, que, on va dire, Henri IV épouse Marie de Médicis et qui divorce de Marguerite de Valois. Parce qu'il n'avait pas consommé le mariage, c'est tout. Enfin, presque pas, on va dire. Moi, ça faisait très longtemps qu'il ne vivait plus avec sa femme. Mais Henri IV, il est fort possible qu'il raffolait du brie. Alors ce qui est intéressant, c'est que la confrérie du brie de Meaux a une tradition, c'est d'accompagner le brie avec le vin de Givry. Eh bien, ça vient d'Henri IV. Pourquoi ? Parce qu'Henri IV avait acquis le château de Germolles, près de Givry. Or, ce château avait été acquis depuis l'époque où la Bourgogne avait été rattachée au domaine royal, c'est-à-dire à la fin du règne de Louis XI, au moment après la mort de Charles le Téméraire en 1477, et surtout après la mort de Marie de Bourgogne en 1482, et après que, en 1483, le futur Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique, décide d'abandonner la partie et de laisser le roi de France s'emparer de la Bourgogne. Maximilien ne pouvait plus supporter de vivre en terre bourguignonne parce qu'il aimait trop sa Marie de Bourgogne et qu'il ne supportait pas le fait qu'il l'avait vue tomber de cheval et mourir dans ses bras. C'est romanesque, la vérité historique, quelquefois. Mais ça nous a valu quand même la Bourgogne, cette affaire. C'est une bonne opération pour la couronne de France. Et en tout cas, Henri IV, il aimait accompagner son brie de vin de Givry. Est-ce que c'était du brie de Meaux ? J'en sais rien. Non, je vous le dis, je suis honnête, j'en sais rien. Un autre exemple, son fils, Louis XIII. Bon, on sait qu'il a mangé du brie avec ses mousquetaires, parce que Louis XIII adorait... il était capitaine de ses mousquetaires, Louis XIII. Hein. Il allait carrément au combat, en armure, avec ses mousquetaires. Bon. Il avait beau avoir la maladie de Crohn, être alité souvent. En 1630, quand il était en forme, il était venu avec ses mousquetaires au Châteauneuf de Coulommiers et il avait dégusté du brie. Bon, alors, vous me direz, c'était sûrement du brie de Coulommiers. Alors là, on va arriver à une période très intéressante, le XVIIe siècle. Siècle très contrasté.
Pourquoi le grand siècle est très contrasté pour le Brie, à votre avis? Parce que la première partie du grand siècle est très favorable au fromage de Brie, la deuxième moins. En fait, avant Louis XIV, tout va bien. À partir de Louis XIV, tout va mal pour notre Brie. Parce que, avant Louis XIV, vous avez quand même le duc d'Enghien, le futur Grand Condé, qui revient de la bataille de Rocroi, qui vient de remporter le 17 mai 1643. On est 3 jours après la mort du roi Louis XIII. Il vient de vaincre les Tercios, donc l'armée espagnole. Tercios, vous savez, c'est les fantassins avec les grandes piques. Donc il vient de les vaincre, ils étaient aux portes de Paris. Qu'est-ce que fait le duc d'Enghien? Il demande du Brie. Donc il a mangé du Brie ce soir-là. Bon, donc ça veut dire que quand même le Brie est d'un certain niveau social. En tout cas, il touche toutes les classes de la société, y compris la haute noblesse, hein, et puis évidemment le roi, puisqu'on en a parlé. Alors après, on a même Eustache Deschamps qui en 1646 fait un poème à la gloire du Brie. Eh oui, mais malheureusement, quand Louis XIV prend le pouvoir en 1661, qui fait son coup de majesté le lendemain de la mort de Mazarin, le 10 mars 1661, en son conseil, et qui décide de ne pas prendre de Premier ministre et qui scelle l'arrêt de mort de Nicolas Fouquet, eh bien Louis XIV, contre toute attente, ne veut pas manger de Brie. C'est pas parce qu'il aime pas ça, c'est parce qu'il considère que le fromage de Brie est un fromage de basse extraction et qu'il est indigne de sa condition de roi. Et Louis XIV préfère l'époisse. Il mangera de l'époisse jusqu'en 1711. Puis en 1711, il s'est dit, tiens, je vais goûter au Brie. Il a raffolé du Brie et il y avait une 50aine de charrettes qui apportaient du fromage de Brie à Versailles jusqu'à sa mort, le 1er septembre 1715 à 7h30 du matin. Incroyable. Alors, après cette période, on va avoir le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle de l'avènement de la gastronomie. Le fromage de Brie va à nouveau retrouver toute sa splendeur avec le régent Philippe II d'Orléans. Le régent mangeait des tartines de Brie à tous ses petits soupers. Il adorait ça. Donc le Brie était un très haut niveau. Et puis le Brie rentre dans la haute gastronomie française avec la fameuse bouchée à la reine. Et oui, et qui invente la bouchée à la reine? Le cuisinier de Marie Leczinska, qui était la fille de Stanislas Leszczyński, roi déchu de Pologne, qui a été fait duc de Lorraine par Louis XV, et qui était la reine de France, l'épouse de Louis XV. Et Marie Leczinska raffolait du Brie, et avait décidé qu'elle mettrait du Brie dans ses vols au vent, et ça a donné des vols au vent au Brie, qu'on a appelés les bouchées à la reine. Les premières bouchées à la reine, vous aviez du riz de veau, et la crème était à base de Brie. Alors c'est possible que ça soit même du Brie de Meaux, parce que Marie Leczinska est venue à Meaux. C'est pas impossible. En tout cas, c'est pas marqué que c'est du Brie de Meaux. Et puis, le XVIIIe siècle, le Brie va être consacré de manière universelle à la Révolution française, en 1791, par un avocat, François-Joachim Lavallée. Alors c'est très drôle, parce que le Brie avait été le fromage des rois pendant des siècles maintenant, à part la période Louis XIVe. Et François-Joachim Lavallée, parce qu'il aime le Brie, va dire « Les fromages de Brie prêchèrent l'égalité bien avant qu'on ne supposât qu'elle ne soit possible. » Les révolutionnaires, ils savaient s'arranger avec la vérité historique. Et donc, forcément, le fromage de Brie se met à devenir le fromage de la Révolution. Alors maintenant, l'histoire du camembert, ça m'intéresse. Vous avez sûrement entendu parler de Marie Harel, parce que les médias, ils en parlent beaucoup. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est à partir de, on va dire, c'est à partir, on va dire, du Brie qu'on a eu le camembert de fait. Alors, dommage pour cette légende. L'idée de base, c'est quoi? C'est que l'abbé Gobert, sous les conseils de l'évêque constitutionnel de Meaux, Monseigneur Thuin, s'est enfui parce qu'il avait refusé de suivre la constitution civile du clergé, de signer la constitution civile du clergé, donc c'était un prêtre réfractaire. Il s'est enfui
en Normandie, qu'il a été recueilli par Marie-Arelle dans le village de Camembert, qu'il a goûté aux angelots, qu'il a trouvé ça fort déplaisant, et qu'il lui a donné la recette du brie, et ça a donné le camembert. Dommage, le camembert existait en 1702. Et oui. Vous avez des traces du camembert en 1702 qui sont rapportées en 1708. Sûr et certain. Le camembert, c'est l'époque de Louis XIV. C'est peut-être même avant 1708, parce qu'on n'a qu'une trace à cette époque-là. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, pour le XVIIe siècle, il est fort probable que le fromage de brie qui est dans le bec du corbeau, ça soit un fromage de brie de Coulommiers. Pourquoi? Parce que Jean de La Fontaine était de Château-Thierry. Et La Fontaine reprend une des fables d'Ésope, mais dans Ésope, c'est du fromage grec. C'est pour ça que la fable d'Ésope est très courte. Parce qu'il faut le temps il faut que le renard se dépêche de convaincre le corbeau, de flatter le corbeau pour qu'il lâche le fromage. Pourquoi la fable de La Fontaine est plus longue? Parce que le brie de Coulommiers, ça met plus de temps à fondre. Je reviens maintenant à la Révolution. Donc le fromage de brie c'est complètement généralisé. Et à tel point que c'est devenu un symbole national. Et ça va faire les affaires de Talleyrand. Pourquoi? Parce que, en fait, là, il faut revenir sur les guerres napoléoniennes. Et il y a tellement... En fait, le problème, c'est que pour les Européens, la France égale guerre, égale massacre, égale extermination, égale... Ah oui, parce que les armées napoléoniennes, ils n'y sont pas les mains mortes. Hein. Ils ont passé au fil de la baïonnette et ils ont descendu les populations de la Confédération germanique et les ont remplacées par des Français. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont comportés comme certaines chemises brunes avec un brassard rouge de la Seconde Guerre mondiale, mais pas loin. Et donc forcément, la France, ça signifie la guerre, la désolation, la ruine, la famine, la destruction de l'Europe. Et le seul moyen pour Talleyrand de sauver la France d'une occupation et d'une dislocation de l'ennemi, alors qu'il avait sauvé le royaume de France en 1814, quand Napoléon avait été exilé à l'île d'Elbe, mais après Waterloo, Metternich, qui est chancelier de l'Autriche, est bien décidé à écraser la France définitivement, et même à faire en sorte que la France n'existe plus, qu'elle soit colonisée par l'ensemble de l'Europe. Donc il y aura eu des Anglais, des Autrichiens, des Prussiens, etc. Et alors, Talleyrand dit quand même, la France, c'est aussi la gastronomie. Metternich le prend au mot. Il dit, si vous me trouvez un mets, monsieur Talleyrand, je vous le dis, il n'a pas dit forcément ça, mais en gros, Metternich considère que si Talleyrand réussit à lui prouver que la France peut être vecteur autre chose que de guerre et de massacre, alors il pourrait peut-être revoir sa copie et redonner à la France une nouvelle chance avec les rois Bourbons, comme il le voulait un an plus tôt. Et Talleyrand a relevé le défi, il lui a dit, écoutez, il y a notre fromage, c'est le meilleur de tous, on a le fromage de brie. Et donc Metternich a décidé d'organiser un grand concours au moment du congrès de Vienne, à la fin du congrès de Vienne, où vous aviez tous les fromages qui étaient représentés. Et il en a conclu que, ma foi, le fromage de brie était le premier des desserts et que c'était le prince des fromages. Il lui a même donné le même titre que le sien, mais il n'allait pas lui donner un titre supérieur au sien, il ne faut pas exagérer non plus. C'est qu'un fromage quand même. Le prince de Metternich est quand même supérieur à un fromage. Je ne vais pas dire que c'est le roi ou l'empereur des fromages. L'empereur d'ailleurs, même s'il y avait l'empereur d'Autriche, ça passait pas trop avec la France, vous voyez, vu ce qui s'était passé à l'époque napoléonienne. Donc le prince des fromages, c'était très bien. C'était neutre, c'était bien. C'était le même titre que Metternich, comme ça. Et d'ailleurs, on a la preuve de ça, parce qu'il y a un des courtisans à l'époque, rapporté par un chroniqueur, qui a dit, à propos de Talleyrand, voilà bien le seul prince qui ne pourra point trahir. Parce qu'on savait que Talleyrand retournait sa veste en permanence.
Talleyrand, c'est quand même le survivant de la Révolution. C'est un évêque qui s'est mis d'accord avec tous les régimes. Tous les révolutionnaires, d'abord le roi de France, ensuite les révolutionnaires, ensuite Napoléon, et puis à nouveau le roi de France. Ça, c'est du Talleyrand tout craché. Enfin, le roi des Français, parce que Louis XVIII, c'est quand même dit... Enfin, non, parce que Louis XVIII, c'est le roi de France avec une charte. Voilà, c'est quand même la Restauration, mais dans le roi de France. Le roi des Français, il faudra attendre Louis-Philippe. Donc c'est le roi de France. Et donc Talleyrand a toujours retourné sa veste. Et Talleyrand a une formule après le congrès de Vienne en disant « Donnez-moi de bons cuisiniers, je vous ferai de bons traités ». Et oui, pour Talleyrand, c'est les cuisiniers qui ont sauvé son traité. Napoléon a tout gâché, mais lui, il a sauvé son traité grâce aux cuisiniers. Donc il a remercié les cuisiniers du congrès de Vienne. Cuisiniers français qui avaient cuisiné le brie. Alors j'avais dit que je m'arrêtais au congrès de Vienne, mais on va pouvoir aller un peu plus loin. C'est intéressant de remarquer. Qu'est-ce qui se passe après? Alors après, faut savoir que on va parler des appellations maintenant. L'appellation brie de Meaux, en fait, est apparue à cette époque-là, en fait, entre la Révolution et la fin de l'Empire napoléonien. Et d'ailleurs, Meaux a été une plaque tournante importante du fromage de brie. Le brie de Meaux était très très réputé au XIXe siècle. Et pour vous donner une idée, il était à la cour des rois à la Restauration, à la cour de tous les régimes, que ce soit la Restauration, que ce soit la monarchie de Juillet de Louis-Philippe entre 1830 et 1848, ou que ce soit la Troisième République. Vous avez les grands menus, je les ai regardés, des présidents de la Troisième République. On pense par exemple à la République des opportunistes, qui est la République enracinée après la dictature d'Adolphe Thiers et le coup d'État manqué de MacMahon du 15 mai 1877, qui fait qu'après le président de la République n'est bon qu'à inaugurer les chrysanthèmes et que c'est le président du Conseil qui détient l'essentiel du pouvoir. Eh bien, le brie de Meaux prend une place prépondérante et progressivement on a même des raffinements dans la cuisine qui apparaissent comme le brie de Meaux aux truffes, qui aujourd'hui est à la table de l'Élysée. Ça va encore des fromageries dans Paris qui proposent à l'Élysée le brie de Meaux aux truffes. Et alors, en ce qui concerne le brie de Meaux, il a été, et même le fromage de brie, il a été très florissant durant toute la Troisième République et la Quatrième République. Et là où ça a posé problème, c'est à l'arrivée du général de Gaulle. Parce que le général de Gaulle trouvait que le repas, c'était une perte de temps. Ça prenait trop de temps. Donc il a décidé de supprimer tous les fromages et il passait direct au dessert. Et en plus, le général de Gaulle, contrairement au président d'avant, il ne faisait pas des banquets privés. Il faisait des banquets que pour les invités officiels. Quand il n'y avait personne à l'Élysée, il mangeait des boîtes de conserve. Et il payait son électricité. Problématique pour les dîners somptuaires, le brie de Meaux aux truffes, tout ça on oublie. Et puis quand arrive Georges Pompidou, c'est pas mieux. Georges Pompidou, il remet en place le fromage, les longs repas traditionnels. Puis Georges Pompidou, comme il adore manger, forcément en privé, il ne se prive pas pour faire payer le contribuable. Mais le problème, c'est qu'il aime le fromage de sa région, l'Auvergne. Donc pas le brie. Et puis par la suite, vous avez Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, le brie de Meaux, ça ne l'intéresse pas non plus. Et apparemment, François Mitterrand et Jacques Chirac ne s'y intéressaient pas non plus. Certainement pas Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy, il a fait comme le général de Gaulle, il trouvait que le repas c'était une perte de temps. Il voulait passer directement plat, entrée, plat, dessert. À l'anglaise. Pas le service à la française de Louis XIV. On est aux antipodes de ça. Par contre, il y en a un qui est très gourmand, c'est François Hollande. Lui, il a rétabli le brie de Meaux aux truffes. Et Emmanuel Macron, il l'a gardé. Donc, en ce qui concerne les appellations d'origine protégée, etc.,
Eh ben, le brie de Meaux a attendu longtemps avant d'être un fromage avec une AOP, puisqu'il faudra quand même attendre 1980. Cette année, c'est les 40 plus 1, comme on dit. Ça fait 41 ans, puisque l'année dernière, on n'a pas pu célébrer les 40 ans de l'AOP du brie de Meaux, étant donné que malheureusement, il y avait la Covid-19. Et la confrérie du brie de Meaux ne date que de 1991. Elle a 30 ans. Et c'est une confrérie qui célèbre un fromage qui jusqu'alors était tombé en désuétude. On peut dire que la confrérie du brie de Meaux a fait un travail formidable, parce que le brie de Meaux a retrouvé les lettres de noblesse qu'il avait au temps de la Troisième République. C'est extraordinaire. Et je vais vous donner un exemple, parce qu'on va parler un peu de la paroisse du fromage. Les vraies croûtes fleuries en tant que telles, j'en ai lu par exemple sur le camembert, mais le brie de Meaux c'est presque pareil, il faut attendre les années 60, la croûte vraiment blanche. Avant c'était pas tout à fait blanc. Donc le brie de Meaux tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est un brie de Meaux plutôt des années, on va dire le XXe siècle. Parce que le brie de Meaux était déjà quand même plus raffiné, il y avait déjà une croûte blanche depuis le XVIIIe siècle. Et le brie de Meaux autrui, je vous le dis, il est apparu durant la Troisième République. Donc on va dire le brie de Meaux a atteint le summum de la gastronomie française avec la Troisième République en fait. C'est pas mal d'un sens que j'ai été jusque-là. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le brie de Meaux mérite son titre, en tout cas le fromage de brie, puisqu'il y a tous les bries qui sont représentés aujourd'hui. On ne peut pas parler que du brie de Meaux, même si c'est sûrement le premier qui a existé. En tout cas, le fromage de brie mérite son titre plus que jamais de roi des fromages. Je vous remercie de votre attention. En tout cas, vous pouvez retrouver ma conférence sur ma chaîne YouTube Benoît Cazaère, un autre regard sur l'histoire.